Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Cher Thaï, cher Sangha, bonjour. Vous allez bien ce matin? Bien dormi? Pas trop de pluie? Formidable. Donc, je vous propose de commencer par écouter 3 sons de cloche. Continuer à cultiver cette bonne habitude de revenir au corps, revenir à la respiration, apprécier avoir un corps, le miracle d'être vivant. J'ai vraiment de la chance de pouvoir être ici et de pouvoir tous vous contempler comme autant de nouvelles fleurs de printemps. On va pouvoir devenir de très belles fleurs avec toute la pluie qu'on a reçue. Très fraîche. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2025. Et nous sommes au Hameau Nouveau. Et on m'a demandé de continuer l'enseignement de Sœur Denim que vous avez eu hier. Et plus généralement, faire de mon mieux pour essayer de continuer notre enseignant Thaï. Donc, ne vous focalisez pas trop sur la forme que vous voyez sur ce podium. J'essaye juste de, avec mes moyens, de continuer notre maître et espérer vous inspirer dans la pratique. J'ai aussi une petite excuse à faire. Si vous voyez que j'ai les yeux rouges, c'est normal. Au village des Pruniers, on ne fume pas de choses illicites. On n'a pas besoin de ça. On est déjà très très relâché, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu une opération des yeux il y a quelques jours, donc il faut que mes yeux guérissent petit à petit. Voilà, ça c'est fait. Alors, hier, notre grande sœur a commencé à nous partager à propos de ce sutra, de cet enseignement du Bouddha, qui est vraiment un enseignement clé dans notre tradition, mais pas seulement dans notre tradition. Thaï était tellement heureux, en fait, quand il a redécouvert cet enseignement qui ne faisait pas vraiment partie de notre lignée, qui
qui vient du Vietnam, qui est plutôt un sutra qui est plus connu dans la tradition Theravada, en fait. Donc plus du côté de la Thaïlande, Myanmar. Mais comme Thaï, c'est ce que j'ai compris, hein, il voulait vraiment trouver des enseignements qui puissent vraiment l'aider de façon très pratique dans sa vie quotidienne et par rapport à tous les défis en fait, qu'il rencontrait. Comme disait Sœur Denim, il a connu 3 guerres, il a connu beaucoup de situations difficiles, des étudiants à lui qui sont décédés. Donc il n'avait pas trop le choix que de trouver des moyens de prendre soin de ses émotions. Et c'est pourquoi, quand il a trouvé cet enseignement, il était tellement réjoui. Et il disait qu'on avait beaucoup de chance aussi, que lui, il lui a fallu des années en fait, pour rencontrer cet enseignement, et nous, il nous le sert tout de suite sur un plateau. Donc on a beaucoup de chance. Donc notre grande sœur hier a commencé avec les 4 premiers. Donc inspirez longuement, inspirez brièvement, expirez brièvement. Juste sur ces 2 premiers, je voulais juste rajouter aussi que Thaï a aussi mentionné qu'il y a plusieurs versions de cet enseignement. Et très souvent, en fait, c'est plutôt le numéro 2 qui passe avant le numéro 1. C'est-à-dire que quand on commence à être conscient de notre respiration, on va plutôt voir que au début, elle va plutôt être assez brève, en fait. Et c'est que en amenant la pleine conscience sur la respiration, elle devient plus longue et beaucoup plus profonde. Mais à un moment donné, dans une des copies qui a été faite de cet enseignement, c'est inspirer plus longuement qui est arrivé en premier. Mais faut pas se laisser prendre par ce détail. Et on peut faire confiance à notre corps. Notre corps sait ce qu'il doit faire. Et comme Sœur Denim le rappelait hier, l'important c'est de suivre la respiration et pas de la contrôler. Donc si vous voyez que vous avez une inspiration brève puis longue, bah, c'est une bonne nouvelle en fait. Même si ça ne suit pas ce qui est écrit là. Et donc après, le 3e, c'était conscient, consciente du corps. Et on a eu la chance de pouvoir faire des relaxations, entre autres. Si vous n'êtes pas endormi, vous avez pu avoir vraiment la chance de faire ce voyage intérieur, essayer de ressentir toutes les parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds, et pouvoir passer à la 4e étape qui est d'étendre le corps et d'étendre toutes ces petites tensions qu'on peut noter dans le corps. Au début, c'est peut-être un corps un petit peu flou, on a une sensation du corps qui peut être un petit peu évasive, mais petit à petit, avec la pleine conscience, on va voir qu'on va pouvoir sentir de plus en plus clairement chaque partie du corps et chaque petite tension, et qu'on va pouvoir, sur l'expiration, vraiment les détendre. Donc voilà, c'est un petit rappel pour la partie d'hier, et moi je vais continuer. Alors, essayer d'écrire. Alors j'inspire.
J'inspire et je me sens joyeux, joyeuse. J'expire et je me sens joyeux, joyeuse. On va pouvoir explorer un petit peu cette joie. La première fois que j'avais rencontré ces instructions, je me suis dit, mais alors comment je fais, moi Je ne suis pas forcément joyeux, là, maintenant. Donc il y avait cette impression qu'il y avait une sorte de commande. Là, maintenant, il faut que tu sois joyeux. Et déjà, moi, je sentais qu'il y avait en moi, il y avait un obstacle, là. Ah, mais non, si j'ai pas envie d'être joyeux... Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'idée, c'est de cultiver la joie. Donc c'est une invitation, c'est pas une commande. Donc on est invité à créer la joie en nous. Alors déjà, la joie peut déjà simplement apparaître avec déjà les quatre premières étapes. Rien que le fait de suivre la respiration, d'être conscient du corps et d'étendre le corps, rien que ça, en général, je sais que ça me donne déjà de la joie, juste par cette détente en fait du corps. Juste ressentir la détente du corps, ça fait du bien. Donc déjà, ça va mieux. Je crois que vous êtes d'accord. Tant mieux. Et ce que j'aime bien aussi, ce que j'ai compris dans notre tradition, et ce que Thaï nous a rappelé encore et toujours, c'est l'importance de la joie dans la pratique. Et comment redécouvrir la joie dans la vie. Peut-être qu'on l'a perdue, qu'on ne sait plus comment faire, mais voilà, là c'est une invitation pour pouvoir justement redécouvrir cette joie. Parfois on vient vers la pratique, souvent on vient vers la pratique parce qu'on souffre. Et on arrive au village des pruniers en se disant, bon, je vais m'occuper de cette souffrance. Donc la première chose qu'on a envie de faire, c'est régler cette souffrance. Et une fois que j'aurai réglé cette souffrance, là, je pourrai être joyeux. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, en fait. Souvent, on peut essayer, hein, cela dit, il n'y a pas de souci. Hein. Mais s'il y a déjà cette aspiration à régler la souffrance, déjà, il y a quelque chose souvent de l'ordre de rejeter la souffrance. Donc ça veut déjà dire qu'on n'a pas assez de place en nous pour prendre soin de cette souffrance. Donc comment prendre soin de cette souffrance? C'est justement par créer justement de l'espace. Créer, et en particulier créer de la joie. Donc c'est pour ça que notre enseignant Thaï insistait toujours autant sur la joie et essayer de nous aider à réinventer ou inventer des pratiques pour justement cultiver la joie. Et il n'y a rien de plus joyeux que les enfants en général. Donc comme par hasard, il nous a fait... dès qu'on arrive au village des pruniers, on nous fait chanter des chansons comme si on était à la maternelle. Alors on n'est pas forcément à l'aise au début. On se dit, non, quand même, je suis grand maintenant. C'est bon pour les petits, ça. Mais en fait, c'est un moyen habile
pour vraiment réveiller cet enfant à l'intérieur. Et cet enfant qui est toujours là, en fait, il est toujours prêt, lui, à jouer. Mais le problème, c'est que le grand, justement, a pris peut-être un petit peu trop de place, souvent. Le grand ou la grande a pris peut-être un petit peu trop de place, en pensant que, oui, il faut que je sois comme ça. Parfois, c'est un petit peu lié à une idée que l'on veut d'être de soi. On essaye de se dire « Ah ouais, si je suis comme ça, ouais, si les gens pouvaient me percevoir comme ça, ouais, ce serait pas mal. J'aurais l'impression d'être important, d'être quelqu'un d'important ou d'importante. » Quelles que soient les raisons qui sont derrière, hein, on peut trouver plein d'histoires pour se créer une image de soi qui nous embellit. Mais souvent, c'est au détriment justement de parties plus spontanées en nous, justement. Et souvent de cet enfant intérieur. Une des premières fois où j'ai rencontré Tai en personne, c'était un dîner à sa cabane au hameau du Haut avec Sir Chang Kong. Et il m'avait déjà bien observé, en fait. Il me connaissait déjà bien, sans que je sache. Et il avait dit, frère Fapli, il veut essayer de comprendre ce que c'est qu'un maître zen. Et là, je me suis dit, ouh, j'ai été découvert. Parce que c'était vrai. Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est caractéristique d'un maître zen qui fait qu'il est différent de moi, par exemple, ou des autres. Et donc, même si j'ai été découvert, j'ai continué à observer Tai. Et entre autres, ce que j'ai découvert, c'est justement cette capacité à devenir un enfant. À plusieurs reprises, j'ai pu voir comment il pouvait passer peut-être d'une image d'un maître zen parfois qui peut être peut-être imposant, qui a beaucoup de connaissances. Et d'un seul coup, pouf, j'avais un petit garçon de 5 ans devant moi. Une autre fois, justement, c'était pendant la marche méditative, au hameau du Haut. Il venait juste de sortir de sa cabane et il avait des nouvelles chaussures. Et comme un enfant de 5 ans, il était très fier en fait de ses nouvelles chaussures. Donc il est arrivé avec ses attendants. Et la première chose qu'il nous a fait, c'était de montrer ses chaussures en fait. Avec un grand sourire. Il était tellement heureux en fait d'avoir ses nouvelles chaussures. Et ça m'a marqué. Je trouvais ça formidable. Il n'y avait aucun filtre en fait. Il n'y avait aucune peur par rapport à comment il allait être perçu. Et ça va peut-être vous parler, parce que souvent c'est quelque chose qui est souvent présent. On ne s'autorise pas à laisser cet enfant ressortir, parce qu'on a peur en fait
tout cas moi, hein, quand ça m'arrive, c'est parce que j'ai peur d'être rejeté. J'ai peur, peut-être j'ai eu des expériences dans l'enfance, justement, où est-ce qu'à un moment donné, on m'a dit que c'était pas bien. C'était pas le bon moment, très souvent. et petit à petit, bah, cet enfant, en fait, il se cache à l'intérieur. Il se cache parce qu'il ne sait plus trop. Alors là, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Donc c'est intéressant de reconnecter justement avec cet enfant. Et pour moi, ça a été vraiment une grande partie de ma pratique, et c'est encore aujourd'hui, hein, parce que c'est quelque chose qui continue, c'est de reconnecter avec cette partie vulnérable, cet enfant intérieur, où est-ce qu'il y a tellement d'énergie, il y a tellement de joie de vivre, justement. Donc vraiment, pour pouvoir au mieux concrétiser cette instruction de j'inspire et je me sens joyeux, j'expire et je me sens joyeux, joyeuse. Alors je vous propose de faire une petite méditation, justement pour aller chercher peut-être ce petit garçon, cette petite fille à l'intérieur. On peut regarder autour de nous, voir plein de sourires autour de nous, des gens qui sont là pour nous soutenir dans la pratique. Quelle chance on a. Et quand on se sent prêt, on peut revenir à l'intérieur, fermer les yeux, commencer à suivre notre respiration. L'inspire. Où est-ce que je la sens dans mon corps? L'expiration. Je la laisse se faire toute seule. Commence à sentir le corps, de la tête, en passant par les épaules, les bras, tout l'intérieur des organes, jusqu'au bout des doigts de pied. Et je peux détendre le corps à chaque expiration. J'ai nulle part où aller, rien à faire. Juste apprécier d'être là, d'avoir un corps. Et là, si je me sens détendu, je peux voir si l'idée d'une partie vulnérable, d'un enfant intérieur, réveille une partie du corps. Est-ce qu'il y aurait un enfant, une petite fille, un petit garçon à l'intérieur, caché, ou peut-être déjà très présent, et qui ne demande que à montrer sa petite tête. Coucou, je suis là. Et le grand, il peut dire, je suis là pour toi. Il peut même présenter ses excuses. Excuse-moi, je me suis laissé emporter dans des choses si peu importantes, finalement. Et tu as attendu tout ce temps. Toujours prête, toujours prêt à être là, à te montrer, à être là pour moi. Et on peut juste apprécier sa présence, de la petite fille, du petit garçon, en écoutant un son de cloche.
je vois plein de petits-enfants. Ma propre expérience avec l'enfant intérieur a été une découverte à un moment donné pendant une méditation guidée comme ça. Pendant un moment, je visualisais l'enfant comme quelque chose d'extérieur à moi. Et je pense que ça m'a aidé petit à petit à faire le lien avec mon enfant intérieur. Mais un jour, pendant une méditation guidée, j'avais eu ces instructions de plus sentir à l'intérieur. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'au fond de mon ventre, il y avait quelqu'un qui se cachait. J'ai vu 2 yeux comme ça. Mais il n'avait pas trop confiance. Hein. Donc il se cachait, mais juste, ouais, bon, ouais, ça a l'air sympa, mais bon. J'ai eu des expériences dans le passé qui m'ont dit qu'il faut y aller gentiment. Hein. Donc je reviendrai. Oui. et donc c'était déjà une magnifique première étape, en fait, de reconnexion. Même si c'était léger avec mon enfant intérieur. Et j'ai continué, du coup. Je sentais à quel point c'était important de créer cette connexion et tout le potentiel qu'il y a dans cette connexion. Donc du coup, j'ai continué quotidiennement à prendre le temps, en fait, pour cet enfant. Et concrètement, comment je le fais tous les jours, par exemple, c'est à la fin de mon assise, je vais partir vers cette partie du corps, justement. Et essayer de sentir cette partie du corps dans le creux du ventre et voir si et recréer cette connexion. Et avec le temps, j'ai pu voir à quel point mon enfant intérieur pouvait de plus en plus être détendu et de plus en plus se montrer. Et ma vie, du coup, de devenir de plus en plus joyeuse et détendue. Pour mon bénéfice, mais aussi pour les frères et sœurs autour de moi. Ça, vous leur demanderez, hein, parce que faut pas me croire sur parole. Mais clairement, il y a un potentiel énorme dans cette relation avec soi, avec cet enfant intérieur. D'autant plus qu'en reconnectant avec mon enfant intérieur, ça m'a permis petit à petit de reconnaître l'enfant intérieur des autres. De voir que si parfois ils agissaient de façon malhabile, c'est que très souvent il y avait un enfant à l'intérieur qui était blessé, qui n'a pas su, ou on n'a pas su comment prendre soin de lui. Et du coup, il a construit des couches de protection pour surtout ne pas être blessé. Pour cette partie vulnérable de ne pas être touché, parce que ça fait trop mal, en fait. Et donc cette pratique a été vraiment d'un grand bénéfice pour moi, mais vraiment aussi pour ma relation avec le monde autour de moi. Et c'est pour ça que je peux facilement voir un enfant chez n'importe lequel d'entre vous, en fait. et ça change complètement la relation. Il y a beaucoup moins ce que l'on essaye de projeter ou ce que moi je projette sur l'autre, mais beaucoup plus cette connexion beaucoup plus profonde de l'enfant à l'enfant. Il suffit de voir des enfants en train de jouer qui ne se connaissent pas. Il leur faut pas longtemps pour connecter en général. Peut-être qu'ils se voient pour la première fois et tout de suite, ah ouais, tu viens jouer? Bah ouais. Pas de souci. Donc on va voir si on peut faire ça dans les jours qui viennent. Mais je sais que vous êtes déjà en train de le faire ou sur le chemin, ça se voit.
au fil des jours de la retraite. Alors on va écouter un autre son de cloche et continuer notre voyage. Alors maintenant qu'on a touché l'enfant joyeux, on va pouvoir passer à l'étape suivante. J'inspire et je me sens heureux, heureuse. Je n'ai rien à vous montrer, hein. C'est pas moi. Ah. Coucou. Je crois que c'est la première fois que je peux me voir en train de donner l'enseignement. C'est pas mal, ça. Alors, si je fais ça, est-ce que j'arrive à... Non. Il me suit, en plus. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, justement, là, je crois qu'on est bien là. Hein, on a compris ce que c'est que la joie, on a compris comment se détendre, donc c'est parfait. Après, il y a une petite différence entre la joie et le bonheur. Souvent, c'est défini comme... Dans la joie, il y a encore une petite excitation dedans. C'est pas que c'est pas bien, hein. C'est juste... Il y a encore quelque chose d'assez... avec beaucoup d'énergie. Et une fois que ça se calme, on peut toucher le bonheur, qui est quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus paisible. Souvent, pour montrer la différence, il y a un exemple, c'est celui de quelqu'un qui est dans le désert et qui voit une oasis. Donc là, comme sans doute il a soif, il y a la joie. La joie de savoir qu'il va pouvoir boire. Et donc ça lui donne de l'énergie. Il y a cette énergie. Et une fois qu'il peut boire et qu'il boit, là, il y a vraiment ce côté de l'apaisement. Ah. Rien qu'au niveau du corps, hein, le corps, rien que lui, est heureux de pouvoir se détendre. Je regarde si j'ai quelqu'un derrière moi. Et Thay nous encourageait vraiment à regarder toutes ces conditions de bonheur que l'on a. Et de ne pas hésiter à faire une liste. Donc par exemple, on va pouvoir le faire maintenant. Pouvez-vous me donner des conditions de bonheur maintenant ? Il ne pleut pas dans la salle. Pas de pluie dans la salle.
Il fait chaud. On est bien entouré. Pardon? Boire quand on a soif. Tout à fait. Je ne sais pas si je vais voir le... ou pas. Être ensemble. Bien manger. Très important. Être en paix. Mm-hmm. Rien à faire. Alors ça, c'est oui, ça c'est très important. Dormir. Être en vie. Vous allez trop vite pour moi. Écoutez, oui. Écouterez, frère Fapli, voilà. Ah tiens, on va mettre les oiseaux aussi. Hop. Pardon? Nulle part où aller, tout à fait. Tiens, voilà, on va rajouter là, ça va ensemble. Ah, j'ai pas entendu. Le respect. La nature. Oups là. Nature, santé, sourire. Je crois que je vais m'arrêter là. C'était juste pour illustrer que quand on commence, ben, c'est pas facile de s'arrêter. Et là, c'est vrai qu'on a des très bonnes conditions. Il faut bien avouer. Mais parfois, dans la vie, il y a des moments où est-ce que c'est pas trop cette conscience de toutes les conditions de bonheur qui est présente. Il y a des moments dans la vie où c'est d'autres choses plus difficiles qui sont présentes. Et faire une petite liste comme ça, faire cet effort mental. Hein, parfois, on est un petit peu trop attaché justement à nos difficultés, à nos malheurs. Et parfois, il faut faire cet effort de OK, est-ce que j'arrive à prendre un peu de distance avec ça? Est-ce que je peux voir en fait qu'est-ce que j'ai comme bonne condition en fait maintenant? Et une fois qu'on arrive à changer cette façon de voir, c'est ce que Tai a appelé souvent changer le CD, mais alors comme il n'y a plus de CD, maintenant on est bien embêté. Mais le Bouddha parlait de changer la cheville. Quand vous avez une charpente et qu'une cheville est pourrie, on peut remettre une autre cheville en tapant sur cette nouvelle cheville pour pousser l'autre et remplacer la cheville qui était en fin de vie. Et donc c'est ça l'idée. C'est vraiment OK, peut-être que maintenant j'ai assez cultivé cette idée que je ne suis pas bien, que je suis malheureux ou malheureuse. Et peut-être que je peux regarder un petit peu qu'est-ce qui, en fait, se passe très bien encore maintenant. Toutes les conditions de bonheur que j'ai encore. Et c'est intéressant, j'aime bien de voir cette je ne sais pas comment trouver en français le mot. Parce qu'en anglais, il y a un mot qui marche bien, c'est switch. Donc c'est comme un bouton. Oui, basculer. Basculer, c'est bien. Merci. Donc comment basculer de ce côté plutôt négatif au côté positif? Et comment ça va changer complètement même ma façon de percevoir le monde? Ça a un effet assez profond, en fait. Et une fois que je commence à m'entraîner à ça, ça devient de plus en plus facile, en fait. Et ça devient de plus en plus facile, grâce à la pleine conscience, de voir quand je commence à être enlisé dans mes ruminations. On parle de rumination aussi, comme les vaches.
désolé. Mais parce que c'est cette idée de toujours ressasser les mêmes idées de soi-même et de s'enliser dedans. Et est-ce que je peux sortir justement de cette rumination et commencer à essayer de voir, ah, il y a peut-être une autre façon de percevoir le monde maintenant. Mais ça vient aussi de cette vision profonde de se dire que, de voir expérimenter la différence entre les deux. Comment je me sens quand je rumine des idées pas très positives. Et comment je me sens quand je regarde, j'essaye de sentir toutes les belles conditions de bonheur qui sont autour de moi. Alors on va pouvoir apprécier toutes ces conditions de bonheur avec un petit son de cloche. N'hésitez pas à sourire à vos voisins, voisines, qui sont là pour vous. Dans le passé, j'étais très fort en rumination. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mes grands-parents étaient paysans et ils avaient des vaches. J'ai passé peut-être un peu trop de temps avec les vaches, mais je l'ai beaucoup fait, surtout à l'adolescence. Et oui, et je voyais vraiment parfois le monde vraiment d'une façon très, très peu positive, je dois dire, même plutôt noire. Et forcément, avec tout ça, j'écoutais aussi de la musique pas très positive. Donc, genre, il y a moyen de rajouter des couches et des couches, hein, il n'y a pas de souci. Jusqu'à même avoir des idées suicidaires. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment, en fait, se créer un monde où est-ce qu'on s'enferme, en fait. Et à un moment donné, j'ai décidé, bon, là, c'est pas très... Je suis pas super bien, là, quand même. Et donc, j'avais pris vraiment une décision à un moment donné de, OK, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour sortir de ce trou, mais avec chaque pas, il y a moyen, je peux au moins gérer chaque pas, ça sera déjà pas mal, et peut-être petit à petit sortir de ça, en cultivant quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai fait, petit à petit. Et ça m'a même amené au village des pruniers à un moment donné, à devenir moine même. Donc comme quoi, hein, vous voyez, ça fonctionne. Alors on va continuer cette exploration avec le 7e exercice. Alors, j'inspire et je suis conscient, consciente de mes sensations. J'expire et je suis conscient, consciente de mes sensations. Alors, dans ce contexte, quand on parle de sensations, on parle de 3 différentes sensations. Agréable,
désagréable et neutre. Et l'idée avec la pratique, c'est comment, à partir de sensations qui sont plus difficiles, et entre autres désagréables, ou neutres, pouvoir petit à petit arriver à les transformer et savoir comment les transformer pour avoir encore plus de sensations agréables. Parce que si j'arrive à faire ça pour moi, je vais pouvoir aussi être beaucoup plus présent pour les autres. Dans mon parcours, je me suis rendu compte que en apprenant à transformer les sensations désagréables, je pouvais petit à petit être plus à l'aise avec. Et donc, si aussi j'étais en présence de ces mêmes sensations qui venaient de quelqu'un d'autre, ça devenait aussi beaucoup plus facile de rester avec cette personne et d'être là pour cette personne. Mais encore une fois, ça commence avec soi. Il y a une sensation désagréable. Alors peut-être que je vais commencer par écrire le 8e exercice. Et comme ça, on va pouvoir explorer ces deux lignes ensemble. Donc la 8e. J'inspire. Et je calme mes formations mentales. J'expire et je calme mes formations mentales. Alors pourquoi le premier exercice des sensations? Parfois, on sait que quelque chose ne va pas à l'intérieur. On ne va pas bien. Ça, on le sait. Et donc c'est là où ça se joue, justement. C'est là où est-ce que je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi encore. Peut-être parce qu'on n'est pas encore habitué ou il faut qu'on redécouvre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est là où est-ce qu'on va être juste conscient justement de la sensation. Bon, il y a une sensation désagréable. Comment je le sens dans le corps? Où est-ce que ça se manifeste dans le corps? Ah oui, c'est pas très... Ah, c'est une sensation un peu bizarre. Parfois, le fait de revenir au corps, ça permet de mieux la gérer et de se rendre compte que finalement, c'est qu'une sensation corporelle. Parce que parfois, ce qui peut se passer, et souvent, c'est qu'une sensation désagréable il va y avoir une réaction, comme disait sœur Dinim hier, c'est-à-dire qu'on va rajouter des couches par-dessus, parce qu'en fait, on n'aime pas les sensations désagréables. Vous êtes d'accord? Oui, en général, on n'aime pas. Hein. Et donc, on a une tendance à plutôt essayer de chercher les sensations agréables. Mais alors, dès qu'il y en a des désagréables, il peut y avoir souvent cette réaction de rejet. Ouh là là, non, c'est bon, j'en ai eu assez comme ça. Personnellement, j'ai pas envie. C'est souvent d'ailleurs l'enfant intérieur hein, qui va peut-être s'exprimer à ce moment-là en disant bah non, moi ça va, pas envie, non. Et donc la difficulté à ce moment-là, c'est justement de ne pas rentrer dans ces histoires intérieures, de ne pas se laisser emporter. Et ça, c'est aussi grâce
à l'expérience. Je vois, dans mon cas, c'est grâce à mon expérience de savoir que le plus tôt j'arrive à attraper ces réactions par rapport à ce qui est, donc là, une sensation désagréable dans le corps, le plus tôt j'arrive à revenir au corps plutôt que me focaliser sur ces réactions de rejet, le plus tôt je vais arriver à prendre soin et vraiment sentir ce que ça fait dans le corps. Et justement commencer à voir que finalement c'est pas si difficile de rester avec. Ok, ça fait un peu bizarre dans le corps, ça donne peut-être un petit peu des fourmillements quelque part, des choses comme ça. Mais une fois que je me détache de l'histoire, je peux petit à petit peut-être arriver à rester avec, grâce à la respiration, comme encre, et me dire finalement je survis, ça va. Des sensations désagréables, ça peut être géré, ça va. Et une fois qu'on les a calmés, c'est peut-être là qu'on va pouvoir les nommer. Et c'est là où est le 8e exercice. J'inspire et je calme mes formations mentales. Mais avant de les calmer, c'est vraiment pouvoir les nommer. D'un seul coup, souvent ça va être un petit peu comme un éclair de génie, de se dire mais oui, je suis en train à nouveau, parce que c'est souvent quelque chose qu'on connaît bien, à nouveau cette formation mentale. Alors quand on parle de formation mentale, il y en a beaucoup. À l'origine, on parle de 51, mais en fait, il y a plus que ça. Mais la pleine conscience, c'est une formation mentale, la concentration. Donc ça, ce sont des formations mentales vraiment importantes. Mais il y en a des positives et il y en a aussi des négatives. Et là, effectivement, dans le cas des sensations désagréables, ça va plutôt être du côté des formations mentales négatives, comme la colère, comme la peur, comme la tristesse. Donc j'imagine que vous connaissez aussi. Et, mais ce qui est intéressant, oui, c'est que parfois, dans mon cas, je sens qu'il y a quelque chose qui est là, et pouvoir le nommer tout de suite n'est pas toujours possible. Donc il y a vraiment cette étape d'être simplement conscient de la sensation et de prendre soin de la sensation et arriver à rester avec dans le corps et la calmer. Et au bout d'un moment, de voir, mais oui, c'est très clair. C'est la peur, par exemple, qui est encore là. Je parle de la peur parce que c'est une amie de longue date. Et justement, c'est arriver petit à petit, même des sensations désagréables comme la peur, de se familiariser avec et de se sentir de plus en plus à l'aise avec. Et que quand la peur arrive, d'avoir beaucoup moins cette réaction de rejet, de se dire ah ouais, bah oui, ça c'est la peur qui est revenue. Mais on se connaît bien, donc maintenant on arrive, quand on se rencontre, on arrive à se dire ah oui, bon d'accord, c'était là, bon, à nouveau, allez viens, on va rester un petit peu ensemble, puisque tu dois être là de toute façon. Et ça, c'est aussi, encore une fois, l'expérience. C'est que si je la rejette, alors il y a plein de façons d'essayer de rejeter, hein. Je dis bien essayer, en couvrant donc c'est couvrir la souffrance. Hein. Et j'imagine que vous savez aussi ce que c'est. Il y a des petites machines, par exemple, comme ça, là, qui sont très pratiques pour ça. C'est facile de se perdre dans voilà, essayer de s'évader, et essayer de sortir. Il y a une, je sens quand je ne veux pas être en contact avec la souffrance, c'est cette pulsion d'essayer de sortir en fait de soi,
d'une certaine façon, de pouvoir s'évader. Mais en fait, une fois, après 1 ou 2 heures sur le téléphone, au bout d'un moment, on se dit, bon, ah bah non, en fait, c'est encore là. Bon, bah, il va peut-être falloir s'arrêter là quand même. Et en plus, on se sent pas très bien en général après. On se rend bien compte que, bon, on a essayé de fuir à nouveau la souffrance depuis 1 ou 2 heures. Bon, ok, ça va rajouter une couche où est-ce qu'on va peut-être pas en plus être très content de nous-mêmes. Donc il va falloir prendre soin aussi de ça, de comment je me juge à ce moment-là. Est-ce que je suis ok avec... Ah oui, j'ai des limites, parfois j'y arrive pas. Mais je me suis arrêté, quand même, c'est pas mal. Et là peut-être que je me rends à nouveau compte que bon, il n'y a pas d'autre solution en fait que vraiment rester avec la sensation, rester avec la souffrance, rester avec la peur. On va écouter un son de cloche, voir un petit peu comment ça résonne en nous. Alors on a chacun des formations mentales qui on va dire, nous caractérisent. Souvent, c'est des choses qui nous ont été léguées. Toutes les choses, en général, que nos parents n'ont pas pu transformer. Mes parents sont là pour la première retraite francophone. Mais comme ma maman était un peu malade ce matin, je ne sais pas si finalement ils sont venus. Donc là, maintenant, je vais faire attention à ce que je dis. Mais clairement, ce qui se passe, c'est que tout ce que chacun d'entre nous, on ne peut pas transformer, c'est quelque chose qu'on va léguer. Et d'abord, aux personnes les plus proches de nous. D'où l'importance d'essayer de transformer ce qu'on peut transformer. Mais aussi, c'est OK. C'est-à-dire, on fait de notre mieux. Et donc, il y a des choses qui nous ont été léguées qui sont particulières, des histoires qui sont particulières à notre lignée, par exemple. Donc, je parlais de la peur, par exemple, et une chose qui me revient souvent, dans certaines circonstances, et encore pendant la dernière retraite des Puces, c'est la peur d'être tué. Et les premières fois où j'ai touché ça, déjà, j'avais pas trop envie de reconnaître ça, très clairement. Mais encore une fois, c'était clairement là. Et au bout d'un moment, il fallait bien que je reconnaisse, ah oui, il y a une vraie peur d'être tué, en fait. Et il y avait ce côté complètement irraisonné. J'étais au village des Pruniers, je suis entouré de gens qui sont avec de très bonnes aspirations, ils sont très gentils, et quand même, je rencontre ça. Alors là, j'étais fasciné, je me disais, mais d'où ça vient? Et du coup, je suis resté avec, et je me suis dit, clairement, aussi en partageant avec des frères, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'était propre. J'entendais pas beaucoup cette peur d'être tué chez d'autres frères, par exemple. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'appartient, et qui appartient à ma lignée, en fait. Comme quoi, apparemment, il y a quelque chose qui m'a été légué. Je peux pas savoir, en fait, exactement d'où ça vient. Ça peut venir de mes grands-parents qui ont connu la guerre. Ils sont en Normandie, donc c'est possible que, avec tous les bombardements qu'il y a eu et toutes les villes rasées qu'il y avait eu autour, ça a été touché. Mais aussi mes arrière-grands-parents, en particulier les grands-pères, les arrière-grands-pères,
qui ont sans doute fait la Première Guerre mondiale. Donc là, déjà, j'ai des pistes. Mais en même temps, je ne peux pas savoir exactement. Par contre, ce que je sais, c'est que cette sensation, elle est là. Et que maintenant que c'est là, il faut que j'en prenne soin. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes pour moi de voir vraiment que cette peur en particulier, cette peur d'être tué, j'ai vraiment besoin d'en prendre soin. Peut-être beaucoup plus que d'autres personnes, parce qu'elle est beaucoup plus forte chez moi que chez d'autres frères, par exemple. Et que si j'en prends pas bien soin, ça va avoir un effet, en fait, sur mes relations avec les autres frères. Peut-être que si j'en prends pas bien soin et que je ne calme pas suffisamment, je vais avoir des réactions de peur par rapport à d'autres frères, justement. Parce que je n'ai pas réussi à complètement être à l'aise et à calmer cette peur auparavant. Dans notre tradition, on parle de comment on dit en français de tendances latentes. Les tendances latentes, ce sont des choses comme ça, exactement un petit peu comme ce que je viens de parler. Donc, ce sont des peurs qui sont là, qu'on n'a pas forcément reconnues, et qui en fait se jouent dans nos interactions quotidiennes. D'autant plus si on ne les a pas reconnues. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de ces tendances latentes. Le Bouddha nous a donné un exercice pour en prendre soin et pour apprendre à les calmer et à être avec. C'est les 5 remémorations. Donc je sais que je suis de la nature d'être malade et je ne peux pas y échapper. Je sais que je suis de la nature de mourir et je ne peux pas y échapper. Que je suis de la nature de vieillir et je ne peux pas y échapper. Je sais que tout ce que je chéris, je vais pas pouvoir les emmener avec moi, et ça c'est pareil, je vais pas pouvoir échapper. Mais là, le côté positif à la fin, heureusement, parce que sinon c'est pas très drôle quand même, c'est que tout ce que je fais et tout ce que je dis, c'est ma vraie continuation. Donc si j'arrive vraiment à transformer justement ces tendances latentes, je vais vraiment pouvoir continuer d'une façon la plus belle possible. À mon niveau, bien sûr. On va pouvoir écouter un son de cloche. Voir un petit peu si cette idée de tendance latente, comment ça résonne en nous. Et si on peut prendre soin justement de ce qui monte à l'intérieur, grâce à l'énergie de la Sangha. Et juste pour l'anecdote, ces peurs qui peuvent être transmises à travers les générations ont été reconnues en fait scientifiquement. Malheureusement, c'est des expériences sur des pauvres petits rats. On ne leur a pas demandé le choix, mais en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, je crois que c'était souvent des électrochocs, qui étaient associés à une odeur en fait. Donc sur une première génération de rats,
Et ils se sont rencontrés que plusieurs générations après, leurs descendants, s'ils sentaient la même odeur, ils avaient tout de suite une réaction de peur, alors qu'ils n'ont jamais expérimenté cet électrochoc. Donc c'est une expérience que vous pouvez retrouver très facilement en fait. On n'a pas vraiment exactement bien compris le mécanisme. Peut-être que maintenant c'est le cas, parce que ce que j'ai retrouvé c'était un article de 2013, ou est-ce que c'était encore... On n'était pas encore sûr exactement de quoi il s'agissait. Le mécanisme exact qui faisait que ça pouvait être transmis en fait. Mais la transmission était très claire. Ouais, je crois qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc je voulais juste peut-être terminer sur l'importance de toucher pourquoi on a envie de pratiquer, pourquoi on a envie de suivre ces entraînements, ces invitations. Quelle est mon inspiration qui me pousse à vouloir pratiquer, à me rendre compte que ça, ces indications du Bouddha qui datent de plus de 2500 ans peuvent vraiment m'aider en fait sur mon chemin. Parce que je vois que pouvoir nommer mon aspiration, pourquoi j'ai envie de pratiquer, va pouvoir vraiment m'aider en fait à pouvoir continuer, surtout quand je rencontre des difficultés ou la pratique devient un peu plus difficile. Donc pouvoir toucher cette aspiration m'aide à me rappeler pourquoi je suis sur le chemin, pourquoi j'ai envie de continuer, pourquoi j'ai envie de transformer ces sensations désagréables, transformer ces formations mentales difficiles. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime, quelle est mon aspiration. Donc peut-être on peut écouter un son de cloche et se poser cette question, vraiment honnêtement. Où est-ce que j'en suis là avec mon aspiration? Et c'est possible que notre aspiration ait déjà changé après quelques jours ici au village des Pruniers. Quand j'aimais l'idée de l'aspiration, il y a vraiment cet élan à l'intérieur. Quel est mon élan intérieur? Qu'est-ce que concrètement, donc, quelle direction concrète j'ai envie d'aller? Et comment, quelles étapes, quels pas concrètement je crée pour pouvoir aller dans cette direction? Donc c'est là où est-ce qu'on touche aussi qu'est-ce que je suis prêt à lâcher prise dans ma vie de tous les jours. Parce que si je regarde bien, il y a des choses, il y a peut-être même des relations, des personnes qui en fait ne m'aident peut-être pas à aller dans cette direction. Et identifier peut-être les personnes, ce qu'on appelle les amis sur le chemin. Une fois, le Bouddha demandait c'était Ananda qui demandait au Bouddha l'importance des amis sur le chemin. Et
Et Ananda avait dit, oui, je crois que c'est le Bouddha qui avait demandé à Ananda, et Ananda avait dit, oui, ça doit être 50% du chemin, ça doit être les amis sur le chemin. Et le Bouddha avait répondu quelque chose comme, je ne me rappelle plus exactement, hein, donc faites attention à ce que je dis quand même, mais il disait, non, c'est 100%. Les amis sur le chemin, c'est 100% du chemin. D'où, encore une fois, l'importance de la communauté. Et là, on comprend plus pourquoi Thay voulait et a toujours mis son énergie dans créer la communauté bien-aimée, créer une sangha de pratique. Parce qu'il savait très bien que lui-même, il ne pouvait pas faire grand-chose, malgré toutes ses qualités. Il avait besoin d'une sangha, de quelque chose de beaucoup plus grand qui va pouvoir l'aider sur le chemin. À chaque fois qu'il allait faire des enseignements, même à... J'étais à Hong Kong avec lui en 2013. Je crois que là, c'était le plus grand événement. Peut-être, il y avait peut-être 10 000 personnes ou quelque chose comme ça. Et il nous emmenait avec lui, en fait, pour aussi bénéficier en fait, du soutien des frères et sœurs qui étaient là pour s'asseoir avec lui et cultiver la pleine conscience. Donc c'était vraiment touchant de voir que à notre petit niveau, on pouvait aussi aider notre maître dans son cheminement. Donc voilà, quelles conditions concrètes je crée pour ma guérison, pour ma libération? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux retirer? Quand je rentre à la maison, est-ce que j'ai un endroit, un lieu, tout simplement, dédié à la pratique? Est-ce que je prends un temps dans la journée dédié à la pratique? Avant de devenir moine, j'ai travaillé, et oui. Et très vite, c'était très clair pour moi que si je voulais bien avoir une bonne journée, il fallait que je prenne le temps le matin, que je ne me sente pas poussé par le temps. Donc je faisais exprès de me lever suffisamment tôt pour que je n'ai pas cette pression du temps. Ça ne voulait pas dire que je m'asseyais très longtemps. Je crois que je m'asseyais peut-être 5-10 minutes. Mais par contre, après, le temps de prendre la douche, de prendre mon petit déjeuner, je savais que j'avais le temps, donc je pouvais vraiment apprécier ces moments. Et après, j'ai découvert que c'était de la pratique du village des pruniers, alors que je ne connaissais pas le village des pruniers à l'époque. Mais clairement, j'avais déjà compris à quel point déjà la pratique, c'est tous les jours, c'est pas seulement sur le coussin, et c'est à tout moment. Et comment créer les conditions justement pour pouvoir avoir un soutien, se créer le meilleur soutien pour les meilleures conditions pour notre guérison. Et comme ça, moi je peux être détendu, et après les gens autour de moi peuvent être détendus aussi. Donc tout le monde est content. Donc ça peut être un coin à la maison, avoir une sangha locale, très important. Même si c'est seulement une fois par mois, ou encore mieux, une fois toutes les 2 semaines, ou une fois toutes les semaines, d'avoir des amis justement dans la pratique, des gens qui savent écouter. Ça, c'est très rare d'avoir des occasions d'être avec des gens qui ne vont pas vous interrompre, qui ne vont pas essayer tout de suite de vous régler vos problèmes, mais juste vous écouter. Waouh! Ça, c'est précieux. Peut-être une petite cloche, peut-être des petites fleurs. Voilà, des choses qui vous inspirent. Peut-être des photos des ancêtres, des photos de personnes inspirantes spirituellement. Faut pas hésiter à être créatif.
Donc voilà, quelles conditions je crée, quelles conditions j'ai déjà créées, et qu'est-ce que je peux encore améliorer. On va écouter un son de cloche. On va voir ce qui sort. Donc, chers Thaï, chers amis, merci d'être restés là avec moi. J'espère, comme je disais au début, vous avoir inspiré et que quelques petites choses vont pouvoir germer, voilà, à l'intérieur. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir écouter 3 sons de cloche. Je vais m'asseoir avec vous un peu mieux.